voulais juste, pour commencer, revenir sur ton premier long métrage qui était L'été de Giacomo. Tu as choisi une situation très singulière, qui est le dernier été d'une personne malentendante. Et dans le film, c'est quelque chose qui est presque décontextualisé. Et je voulais savoir pourquoi tu avais fait le choix de prendre une situation aussi précise. J'ai commencé comme ça. Et ça, c'était les dossiers, disons. C'était la volonté, non? Les intentions venaient du fait que j'avais écrit quelque chose et que je voulais filmer Giacomo avant qu'il, garçon non-entendant, sourd. Je voulais filmer le dernier été avant qu'il fasse une opération pour entendre. Ne sachant pas très bien ce que c'était que cette opération. C'était son récit à lui. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit que voilà, après je vais entendre, ça va être un miracle. Donc je me suis précipité, on s'est précipité pour filmer le vrai été avant qu'il se fasse opérer. Parce que j'avais une idée un peu complexe et articulée du film, où je voulais mélanger à la fois l'été de Giacomo, c'est-à-dire qu'il va au fleuve, il passe l'été à la campagne, et en même temps je voulais faire un montage parallèle avec ce qui était son processus médical, avec l'opération, etc., et jusqu'à l'activation de cet appareil, pour voir ce que ça donnait, qu'est-ce que ça donnait que les sons arrivent dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais pu l'apprécier, Bon. Donc ça, c'était les projets, et je l'ai fait vraiment. Donc on s'est précipité pour filmer les vrais étés avant l'opération. Il s'est rien passé, j'étais pas prêt, c'était pas bien. Voilà, ensuite je filme l'opération. Voilà, opération chirurgicale, impressionnante, très bien. Le moment miraculeux devait être le moment où Giacomo recevait le son dans son cerveau, Et bon, voilà, il n'y avait pas de miracle en fait. Voilà. Donc j'étais un peu triste, parce que un peu tout mon projet tombait à l'eau, non? Et donc, mais bon, j'ai filmé tout ça, et petit à petit, une fois que son appareil a été activé, j'ai découvert une chose très, très intéressante à filmer, c'était l'orthophonie. C'est-à-dire que Giacomo apprenait à reconnaître les sons et à leur donner un sens. Donc chaque son était lié à un sens. Donc les mots, par exemple, non? Les syllabes d'abord les sons, ensuite les syllabes, ensuite les mots. Et petit à petit, il apprenait à reconnaître. Donc ça, par exemple, là, il y avait quelque chose de très intéressant. J'ai fait, et j'ai commencé même à écrire les mots qui auraient pu me servir pour ces montages parallèles fantomatiques, là. Voilà. Et j'écrivais des mots qui auraient pu faire un dialogue avec l'été, non? Et donc, sur cette base-là, je suis passé à l'été suivant, donc l'été après que le miracle, entre guillemets, aurait eu lieu. Et là, j'ai filmé ce que est devenu le film, C'est-à-dire que le miracle n'était pas où je l'attendais, où l'attendait aussi Giacomo, mais le miracle était dans le fait même de faire le film, C'est-à-dire que voilà, il y avait des vraies séquences, il y avait une vraie relation entre lui et Steph qui était à côté. Et puis j'ai décidé que j'allais le filmer à ma façon, exactement comme j'avais fait pour mon film de fin d'études à l'INSAS, où je filmais un peu de derrière les personnages, je les suivais, où je suivais les personnages. Et je laissais liberté entière aux personnages de vivre devant la caméra. Et voilà. Et ensuite au montage, voilà, l'autre écriture finale, c'était que, on s'est dit, puisqu'on n'avait aucune contrainte, on s'est dit, on suit les images. C'est-à-dire les images plus belles, elles étaient là, et il y avait une histoire là-dedans. C'était impossible de la couper pour donner du sens ou un sujet documentaire. On avait les privilèges et la liberté, puisqu'on n'avait pas d'argent, de pouvoir faire ce qu'on voulait, et c'est ce qu'on a fait. Et je me demandais comment s'était créée petit à petit la relation avec Steph, qui est de ta famille, si je dis pas de bêtises. C'est ma petite sœur. D'accord, très bien. Steph, c'est ma petite sœur.
Mais ça s'était déjà créé parce que moi, Giacomo, je le connaissais depuis qu'il était tout petit. Et c'était le petit frère de mon meilleur ami du lycée, quoi. Donc je suis revenu, je l'ai vu grandir, tout ça. Et en fait, à l'époque, déjà, il connaissait très bien ma sœur parce qu'ils étaient gamins ensemble, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Et donc, ils se connaissaient un peu comme des cousins, à peu près. Donc, ils avaient des souvenirs d'avoir joué ensemble. Et voilà, j'ai reproposé la même chose un peu plus tard, quoi. Donc, ils ont joué ensemble devant la caméra. Du coup, tu disais que tu avais le projet du film et qui a ensuite complètement évolué dans une autre direction et tout. Et je me demandais, est-ce que c'était quelque chose qui s'était aussi ressenti dans Bientôt les jours heureux ou Gigi Laloy, ou c'était plus... ça s'est plus déroulé comme prévu, entre guillemets? Alors, pour Bientôt les jours heureux, c'était très compliqué. Bien sûr, j'ai fait toujours des projets sur les papiers immenses. Des choses énormes, quoi. En gros, voilà, je veux tout, quoi. Je veux tout pour avoir ensuite la liberté au montage d'avoir plein de pistes possibles, non? Des dérives, de fausses pistes, des trucs, de moments où j'emmène le spectateur ailleurs et puis hop, je les reprends. J'aime bien ça, tu vois, pouvoir avoir la possibilité au montage de vraiment faire une grosse fresque énorme comme ça avec très peu de moyens. Donc pour les jours heureux, j'avais un peu les mains liées parce qu'il y avait plus d'argent et que je n'étais pas du tout capable de occuper les rôles qu'on m'avait donnés pour gérer tout cet argent. Donc je me suis pris les pieds dans le tapis, quoi, en gros. Donc j'ai pas pu suivre toutes les pistes que j'avais écrites, qui étaient extraordinaires, c'était super. Il y avait le loup, il y avait des pistes avec les bergers, parce qu'on était dans une zone où il y avait vraiment les loups qui attaquaient et tout ça. Donc on les suivait, sauf que par exemple on était 25 dans l'équipe, on tournait en 35 mm, c'était impossible, quoi. Parce qu'il fallait les horaires, il fallait... Voilà, c'était syndiqué, on ne pouvait pas partir. Donc, à un moment, j'ai envoyé même les scripts avec la Bolex, parce qu'il avait fait l'insas, donc il savait utiliser. Donc, je lui ai dit, dès qu'il y avait une attaque, et c'était à 2500 mètres, il fallait marcher beaucoup, tu vois. Donc, une fois, on y est allé avec toute l'équipe, mais c'était vraiment pathétique. Le berger nous a dit, moi, je dois aller chercher les autres brebis, quoi. Et nous, on n'a pas pu les suivre, parce que c'était la fin de l'horaire des techniciens, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça le travail dans ces films. Donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. C'est déjà pas mal. Mais je crois que les films, voilà, c'est la trace de cette histoire de production, quoi, du fait que j'étais encore en train d'apprendre ce que c'est que d'être un réalisateur, et un réalisateur dans une équipe, dans une grosse équipe, quoi. Et je voulais pas ces rôles-là, en fait. Donc voilà, ça c'était l'histoire des jours heureux. Et par contre, dans Gigi Laloy, c'était complètement différent parce que fort de toutes les expériences que j'avais eues avant, du coup, je savais très bien qu'il fallait choisir d'abord, avec les acteurs, il faut choisir aussi l'équipe. Voilà. Et donc chaque membre de l'équipe, il fallait qu'il soit exactement ce qu'il fallait, et non seulement d'un point de vue technique, qui est au final la chose la moins importante, mais d'un point de vue humain. Voilà. Et donc c'était une petite équipe de 10 personnes pour le Gigi Laloy, et tout le monde faisait un peu tout, et chacun était spécialisé dans une discipline, mais on s'est entraidés et c'était vachement bien, non seulement pour les films, mais aussi pour les acteurs. Parce que du coup, les acteurs aussi étaient complètement pris à l'intérieur de cet esprit... disons horizontal, sans vouloir être... voilà. Donc déjà, les conditions étaient réunies pour que je puisse suivre un peu mes instincts, quoi. Et bon, ici, dans Gigi Laloy, j'avais quand même un scénario qui avait structuré tous les plans de travail, quoi. Même si ensuite, tout de suite, avant les tournages, on l'a oublié, quoi. Donc, mais la structure était restée. Du coup, voilà, on était libre à l'intérieur de ces contraintes-là de pouvoir avoir de la liberté, quoi. Parce qu'une fois qu'on a compris comment filmer dans la voiture, techniquement,
Une fois qu'on a compris que Gigi, il faut le filmer de loin, voilà, les restes, c'était un peu libre, quoi. Et là, j'ai pu donc enfin revenir à quelque chose que j'avais expérimenté déjà à l'école, quoi. C'est-à-dire que voilà, je fais pas 2 prises, quoi. C'est une et c'est tout. Et ensuite, on continue, on fait autre chose. C'est comme ça que tu peux avoir ensuite plein de possibilités, non, au montage, de créer. Et franchement, on a eu un grand bonheur de montage, quoi. On a fait j'avais pas tout prévu, quoi, au montage. Donc j'avais pas prévu tous ces effets des montages qui sont hyper simples, mais j'avais pas prévu de constater à l'écran que j'aurais pu être ému par un simple chant contre chant. Tout simplement parce qu'il arrive à 30 minutes et ça marche, parce que ça marche, quoi. Et voilà, donc ça, c'est un petit parcours d'apprentissage, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que dans Gigi Hadj, il y a un énorme jeu sur le hors-champ, sur plein d'éléments, comme par exemple la collègue dont on parle tout le temps, mais qu'on ne voit pas vraiment. Je me demandais, est-ce que c'est plutôt des choix qui sont arrivés au montage, des choses que tu as filmées et que tu as décidé de ne pas mettre dans le film? Et de manière générale, comment tu choisissais quoi filmer et quoi ne pas filmer, ce genre de choses? Disons, de manière générale, je n'avais pas prévu cette exigence formelle qu'il y a dans le film. Bien sûr, c'est la conséquence directe de l'exigence du tournage, tu vois. C'est-à-dire que tout a été filmé avec des plans séquences, non. Et donc, bien sûr, les contraintes techniques font que c'est quand même assez compliqué de passer d'un côté et de l'autre, non, d'un champ à un contre-champ, c'est quand même contraignant. En termes de temps, de fatigue, etc. Donc, s'il fallait faire champ contre champ, il fallait qu'il y ait une bonne raison, quoi. Parce qu'autrement, les films jouent justement sur ce qu'on ne voit pas. Parce que je ne voulais pas... disons, courir les risques de filmer des choses qui coûtent très cher et qui sûrement ne valent pas la peine. Par exemple, l'élément qui m'a fait décider de filmer de cette façon-là dans la voiture, par exemple, c'est que l'élément déclencheur, là, le truc entre guillemets, hein, donc ça s'est vraiment produit, c'est un vrai suicide, voilà, etc. Comment tu filmes ça? Est-ce que ça s'est vraiment passé dans la réalité, mais on n'a pas filmé un vrai suicide. Comment tu filmes ça? J'avais écrit le scénario, non? Les 2 personnages, ils sont là, puis il y a un travelling latéral qui les suit, puis s'éloigne, etc. Il y a des gens de la scientifique qui sont là, on les voit, ils rentrent dans le champ, etc. Et puis, ils découvrent des morceaux de cadavres. Donc je me suis dit, mais est-ce que je peux faire ça, quoi, mais même éthiquement, quoi. C'était pas cohérent avec mon propos. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Et donc j'ai filmé tout simplement depuis la voiture, comme une sorte de caméra de surveillance, quoi. Voilà. Et puis tous les restes, on les laisse dans le hors-champ. Donc ça donnait ce qu'on a appelé la matrice du film. Voilà, on commence par ça. C'est la vue à travers les pare-brises, quoi. Donc ça, c'est la base de tout. Donc sur la base de ça, tu déclines les champs contre champs et tu déclines ce que tu vas montrer et ce que tu ne montreras pas. Donc les seuls champs contre champs, ils sont très rares. Et quand ils sont là, ils sont parce que je dois raconter un peu l'histoire. Je dois avancer un peu dans la narration, quoi, disons. Ou bien la chanson. Et là aussi, c'est un avancement, la chanson de Julio Iglesias à un moment. Mais sinon c'est très rare. Je peux m'amuser à faire des chants contre chants faux. Ça marche, mais ça marche pas parce qu'ils disent pas la même chose, ils parlent d'autre chose. Ou bien je peux faire apparaître des personnages ou pas. Donc ça, c'est des petites déclinaisons qui sont dues à cette première matrice-là. Ok. Et tu parles de la vue du pare-brise, il y a aussi des moments où il y a une étrangeté qui est complètement assumée, comme par exemple quand il traque le suspect dans la voiture, ou alors la scène vers la fin avec le jardin, qui se transforme en une sorte de forêt, où c'est une petite déambulation dans ça.
Comment dire, à quel moment on passe d'une tension un peu qui est en hors-champ, un peu flottante, à quelque chose de vraiment explicite comme ça? À quel moment tu décides ça? Et est-ce que c'est pour avancer dans le récit, comme tu dis, ou est-ce que c'est... C'était écrit, c'était prévu. Je savais que c'est quand même, il y a un moment où je commence à apprendre des choses, à avoir appris des choses, à être sûr de moi-même. Donc je savais qu'à un moment, toute cette accumulation de petites bribes un peu brutes, quoi, entre guillemets brutes, parce que c'est quand même travaillé, mais cette accumulation finit par se transfigurer en quelque chose d'assez surréaliste, forcément. Parce que, les discours, parce que les hors-champs, du coup, ça met les spectateurs dans une espèce de tension un peu... oui, l'accumulation de hyper-réalisme finit par devenir surréalisme, quoi. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de bien, mais je crois. Hein. Et donc, j'avais prévu qu'il y aurait eu un moment de rêve. Et ces moments, forcément, il doit se passer dans les jardins, qui est le centre du film. Et forcément, je devais les filmer de façon différente par rapport au reste du film. Donc c'est la seule fois où j'ai tourné comme j'avais tourné mon film de fin d'études, à l'épaule, quoi. Donc c'est moi qui filme, et freestyle, quoi, en gros, dans le bois. On a éclairé, et puis en gros, c'est tout petit, les jardins, mais c'était rigolo. Enfin, ils se couraient après dans le noir. Et donc c'était complètement aléatoire un peu, tu vois. Et puis il y a eu un orage, parce qu'à force de rester, la réalité vient. Il y a des accidents, forcément. Et donc, à force de regarder quelque chose, voilà cette transfiguration surréelle qui arrive, c'est qu'à force de rester là, filmer de la même façon, il y a des choses qui se produisent. Et là, ça s'est passé en quelque sorte, même si c'est assumé que c'est artificiel, quoi, j'espère, quoi. Et donc, dans ces rêves-là, tout est possible, quoi. L'éclairage, les personnages qui viennent, un travail différent du son, quand même, la caméra qui est différente, voilà. Et même des effets de montage comme les trains qui passent à l'intérieur du jardin. C'est rigolo, quand même, c'est magique. Et justement, par rapport à ces partis pris un peu étranges, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui avait été facile à gérer avec les acteurs, et comment gérer le travail aussi avec Gigi? Tu disais tout à l'heure qu'il fallait le filmer de loin. En gros, au centre, il y a les gens, mais il y a les personnes. Il faut les protéger et il faut faire un beau portrait. Je ne peux pas filmer quelqu'un que j'aime pas, c'est pas possible. Donc, s'il y a ces rapports éthiques, quoi, à l'autre, ça c'est les centres. Donc voilà, il faut faire avec, quoi. Donc chaque personne amène ses contraintes. Donc Gigi par exemple, il supporte pas la caméra. C'est le personnage principal, mais il la supporte pas. Mais c'est pas parce qu'il la supporte pas. Donc critère fondamental pour pas être pris dans un casting. Pour moi, ça devient un critère fondamental pour les rendre personnage principal, tu vois. Donc quelqu'un qui supporte pas la caméra, il faut le filmer différemment. Donc il faut lui donner toujours des centres d'intérêt différents de la caméra. Tu peux pas lui mettre la caméra devant les yeux, déjà. Donc voilà, d'abord. Et ensuite, la voiture, il faut qu'il la conduise pour de vrai. Donc il faut qu'il soit attentif à la route. Voilà. Et il faut le filmer des profils. Ou bien, il faut filmer de très très loin. Donc j'ai mis des optiques que je n'avais jamais mis de ma vie, quoi, sur une caméra. J'ai toujours tourné avec une seule optique, 40 mm. Là, j'ai mis 100 mm, même plus. C'est pour moi, c'est des grosses conquêtes. Hein. Donc moi, je suis en train de conquérir les moindres éléments de la mise en scène du cinéma, petit à petit. Un gros plan, ça se gagne. Un chant contre chant, c'est mon troisième film que je... Voilà, petit à petit. Hein, voilà. Parce que rien n'est donné d'avance, rien n'est gratuit d'avance. Il faut le gagner, il faut qu'il y ait une vraie nécessité, quoi. Donc, mais parce qu'au centre, il y a la personne, quoi, et la relation qu'on a, et voilà. Et justement, tu parlais d'apprentissage et tout, et je voulais savoir, je crois que tu as un 4e film en préparation, qui s'appelle Serena, si je ne dis pas de bêtises.
Non, c'est le titre de travail. Hein. C'est le titre de travail. C'est le personnage principal qui s'appelle comme ça. Ok, très bien. Je me demandais, est-ce que tu avais envie d'en parler? Et aussi, qu'est-ce que tu avais envie soit d'apprendre, soit d'expérimenter dessus? Oula. Alors, oui, je peux en parler. Je suis encore en train d'écrire les scénarios parce que j'ai eu 2 refus du ministère, donc il faut bien écrire parce que je me suis mis cette fois dans la catégorie des fictions. Donc voilà, les lecteurs sont différents et forcément moins libres. Voilà. Donc il faut respecter les codes de la fiction, ou en tout cas il faut les respecter assez pour qu'il y ait un malentendu, pour qu'ils me donnent l'argent. Voilà, bien sûr, c'est un film qui coûte pas cher, mais là, le nouveau défi, c'est d'abord le personnage central, c'est une femme, c'est une jeune femme, donc c'est pas facile pour moi puisque je le suis pas. Donc de me mettre dans la peau d'une femme, c'est un apprentissage magnifique. Voilà, je trouve ça très émouvant, très dur. Et parce qu'avant tout, pour moi, le cinéma, ça sert à apprendre des choses. Donc voilà. Donc j'ai rencontré la fille. Donc on a fait un casting déjà. Donc bien sûr, c'est pas une actrice. Et voilà, on veut pas d'acteur. Donc on a trouvé une fille qui peut peut-être être Célène, mais je suis pas sûr. Donc on va voir, parce qu'il faut qu'on se connaisse, il faut qu'elle soit prête à avoir cette ambiguïté entre femme et homme, non, parce que quand même c'est moi qui l'amène dans ces voyages, parce que des voyages il s'agit. Donc peut-être, l'autre défi, on va le faire, c'est que je vais enfin sortir du village. Parce que pour l'instant, je suis resté toujours dans le village, quoi, hein. Donc il faut que ça sorte. Donc elle essaye de sortir du village pour partir en vacances. C'est un autre film d'été, hein, parce que j'aime bien l'été, que c'est mieux de filmer l'été. Et donc elle part en vacances parce qu'elle n'était jamais partie en vacances, pour de vrai. Et donc c'est un petit film de vacances, quoi. Mais elle met longtemps à sortir du village, donc je sais pas. Donc je suis encore en train d'écrire, mais mon écriture, ça se fait avec la réalité. Donc les scénarios ont été refusés aussi parce que c'était pas assez précis, parce que je n'avais pas des personnages incarnés, quoi. Je n'arrive pas. Donc maintenant qu'on a fait les castings, voilà, je peux lui tisser un rôle sur mesure. Voilà. Ok, très bien. Et pour finir, je me demandais, est-ce qu'il y a des cinéastes, que ce soit des cinéastes passés ou actuels, dont tu te sens proche dans ta façon soit de concevoir le cinéma, soit de filmer, ce genre de choses? Je sais pas, il y en a plein, hein, mais pas de cette façon-là. J'essaye, parce que voilà, avant, voilà, on me posait toujours la question et je disais qui étaient mes réalisateurs préférés, nanani, qui m'a changé la vie, etc. J'en ai plein. Maintenant, je vais pas les nommer parce que j'essaye de travailler mon style à moi. Bon, c'est toujours rudimentaire, toujours, voilà, comme je disais, il faut toujours gagner les petits éléments, les petits gros plans, il faut le gagner, voilà. Les travelling, il faut le gagner. Et ici, c'est pareil, quoi. Donc, j'essaye de me défaire de mes références. Parce que c'est un refuge. Et il faut que j'ai assez de courage pour assumer mes petites conneries, quoi. Donc, il faut que je les assume comme ça. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme des autres, mais c'est voilà, je suis assez prétentieux dans mes références, bien sûr. Ok. Voilà. Je crois que c'est bon. Bon, mais voilà. Je sais pas combien de temps on a fait. On a d'autres choses, non ?